Hello, everyone. Thank you for joining us today. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Le monde est confronté à une crise climatique. Les dangers sont là. Ils touchent notre planète, nos ressources humaines, nos ressources naturelles. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les effets sur nos travailleurs, leur santé, leur vie. Je m'appelle Manal Azi, je dirige l'équipe sur la sécurité et la santé au travail, la SST, depuis le siège de l'OIT à Genève. Merci et bienvenue de nous suivre depuis ILO Live. Merci à celles et ceux qui sont en ligne. Merci à l'ensemble de nos collègues qui nous suivent, qui appartiennent au réseau genevois et aux autres institutions. Je souhaite également accueillir Madame la directrice du département gouvernance, Madame Vera Paquete-Perdigao, qui va écouter nos échanges et qui interviendra à la fin de cette discussion. Bienvenue à vous. Ici, à mes côtés, plusieurs intervenants. D'autres sont également en ligne. Merci de nous avoir rejoints. Avant de commencer, très rapidement, regardons une vidéo consacrée aux impacts sur nos travailleurs et en quoi cela pose-t-il problème à l'heure actuelle. Climate change has serious impacts on the safety and health of billions of workers worldwide. Workers are often the first to be exposed to the effects of climate change for longer periods and at greater intensities. Excessive heat, solar UV radiation, air pollution, extreme weather events, vector-borne diseases, and agrochemicals are just some of the hazards exacerbated by climate change that workers face. According to the latest estimates, every year over 2.4 billion workers are exposed to excessive heat at work, and around 1.6 billion workers to solar UV radiation. Air pollution is also a concern for billions of workers, particularly those that work outside. Hundreds of thousands of workers are dying from hazardous exposures aggravated by climate change. Extreme weather events are increasing, exposing workers to wildfires, flooding, and major industrial accidents. The financial implications cannot be ignored due to lost productivity, business disruptions, and damaged infrastructure. The moment is now to ensure safe and healthy work in a changing climate. So that shows us really quickly. Cela nous montre en quelques images l'importance de ce travail, de ce problème qui concerne tant de travailleurs et tant de secteurs. Il est donc bienvenu que cette journée mondiale soit consacrée au travail à l'heure du changement climatique. Nous allons entendre Monsieur le directeur général du BIT, Monsieur Gilbert Ombo. L'urgence climatique touche notre planète, nos écosystèmes et des millions de travailleurs dans le monde entier. 70% des travailleurs sont aujourd'hui confrontés à des niveaux de chaleur élevés. Les travailleurs sont également exposés aux produits chimiques, au rayonnement ultraviolet, à la pollution et aux maladies à transmission vectorielle. Cela a des incidences sur leur santé et leur bien-être mental. Des maladies, telles que maladies rénales et maladies cardiaques, ainsi que les cancers, augmentent. Le danger est bien là et l'heure de l'action a sonné. À l'occasion de cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, je prie instamment toutes les nations de faire en sorte que leur politique de sécurité et de santé au travail protège dûment les travailleurs et les moyens de subsistance et qu'elle garantisse la productivité globale. Thank you to the Director General of. Merci au directeur général du BIT. Je me tourne maintenant vers nos panélistes. Nous accueillons Monsieur Moustapha Kamal Gay, qui dirige le programme d'action sur les transitions justes, pour un aperçu de l'action de l'OIT sur la voie de cette transition juste et en quoi cela s'inscrit dans notre discussion d'aujourd'hui. À vous.
All right. Thank you, Manil, dear colleague, excellencies, ladies. Merci Manal, chers collègues, mesdames et messieurs. Pour nombre de personnes dans le monde entier, les changements climatiques sont une question très distante dont ils entendent parler à la télévision avant de passer à autre chose. Pour de nombreux négociateurs, l'expression changement climatique se résume à 1,5 ou 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Et tout cela, toutes ces cibles restent très abstraites. Pour nous, pour les représentants des gouvernements, des travailleurs, des employeurs, les changements climatiques sont une réalité quotidienne. 1,2 milliard d'emplois dépendent d'un milieu de travail sûr, d'écosystèmes et de services de protection sur lesquels nous comptons en tant qu'individus, mais sur lesquels comptent également les sociétés dans leur ensemble. Depuis des décennies, les syndicats disent qu'il n'y aura aucun emploi sur une planète morte et c'est pour cela que depuis de nombreuses années, l'Organisation internationale du travail, par l'intermédiaire de la Conférence internationale du travail, ainsi que par l'intermédiaire du conseil d'administration du BIT et tous ses organes, insiste sur le fait qu'il faut faire avancer le travail décent pour toutes et tous, car cela doit être au cœur de l'action dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. C'est pour cela que cette lutte est également la lutte pour la justice sociale, la lutte pour un travail décent pour toutes et tous. C'est pour cela que dans le programme et budget du BIT, les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont alloué un montant en vue de garantir des transitions justes vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, ce n'est que l'aspect physique des effets des changements climatiques, la hausse des températures et les effets, ainsi que les risques liés à la SST. C'est un point important, empreint d'urgence, où l'on voit que des mesures sont déjà prises. Et je souhaite insister sur ce point et la lutte en particulier contre le stress thermique. Il s'agit d'une préoccupation majeure, mais aussi d'un élément lié à la productivité. Ce n'est pas la première fois que l'OIT s'emploie à montrer que le réchauffement mondial a des conséquences sur le monde du travail. En 2019 déjà, nous avons établi un premier rapport sur le travail sur une planète plus chaude. D'après ce rapport, d'après l'évolution de ces réchauffements, 2% de la productivité a été perdue en raison de ce réchauffement. C'est donc une préoccupation pour toutes les économies où que se trouve le pays. C'est pour cela qu'il s'agit d'un point important. Je conclurai en disant que même s'il s'agit d'un défi à relever aujourd'hui, nous savons que si les pays adoptent les politiques et les mesures nécessaires pour traiter la question de la SST dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, nous pourrons créer 20 millions d'emplois d'ici 2030. Et ce, en mettant en œuvre l'accord de Paris. Si l'on souhaite parvenir à une économie entièrement bas carbone et une économie circulaire, d'après les estimations de l'OIT, 100 millions d'emplois sont possibles. C'est pour cela que nous examinons ce défi à relever de manière plus détaillée dans le rapport et je tiens à dire qu'il s'agit d'un récit positif de la lutte contre une crise majeure, mais qui peut ouvrir la voie à la justice sociale en faveur d'un travail décent
et à la réalisation des objectifs de développement durable pour tous. Je vous remercie de participer à cette séance aujourd'hui. Merci infiniment, Mustapha, pour ces propos si importants. Merci d'avoir posé le cadre de notre discussion aujourd'hui et le lien avec les discussions plus larges. Ces préoccupations concernent la santé des travailleurs, mais aussi les moyens de subsistance, la productivité et le fonctionnement des sociétés dans leur ensemble. Je me tourne maintenant vers le chef de service, Labadmin Hoche, Administration du travail SST, Monsieur Joaquim Pitado Nunes, ici au BIT, qui va nous en dire un petit peu plus sur ce rapport. Merci beaucoup. Comme nous l'entendions à l'instant, les changements climatiques sont là. C'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Nous savons que les changements climatiques ont des effets importants sur l'environnement, mais tout le monde n'a pas conscience des effets très importants qu'ils ont sur le lieu de travail, sur la vie des travailleurs. Lorsque j'ai préparé cette journée, j'ai noté que l'année 2023 avait été la plus chaude jamais enregistrée. Et cette année, les chiffres de janvier à mars montrent bien que le climat change. Et ce ne sont pas que des chiffres. Cela montre un véritable basculement dans notre environnement qui a des conséquences importantes et qui pèsent sur le lieu de travail. Cela concerne en particulier les travailleurs qui travaillent en extérieur, sont souvent les plus exposés à ces changements climatiques. Et ils sont plus durement touchés que le reste de la population. Ils sont exposés aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux maladies à transmission vectorielle, à la surexposition aux produits agrochimiques. Et cela peut être, cette utilisation de ces produits peut être augmentée du fait des changements climatiques. Et tous ces éléments pèse sur le lieu de travail. Nous savons que 2,41 milliards de travailleurs et 70% de la main-d'œuvre mondiale sont exposés à ce stress thermique, ce qui entraîne plus de 18 970 décès liés au travail, liés notamment au cancer de la peau. Plus de 15 000 décès sont liés à des maladies à transmission vectorielle. Vous allez en entendre davantage de détails sur ces chiffres, mais je crois que ces quelques chiffres suffisent à bien insister sur le fait que nous devons agir. Quelqu'un l'a déjà dit. Et effectivement, il était important que le changement climatique soit au cœur de la thématique de cette journée. Les changements climatiques ne sont pas une évolution récente, cela fait longtemps qu'ils sont là. C'est une réalité et ils ont des effets sur nos lieux de travail. Nous savons que ces effets touchent l'ensemble des régions et des secteurs. Ils dépassent les frontières et touchent la quasi-totalité des secteurs. Les changements climatiques touchent les travailleurs du bâtiment, de la construction, de la santé, du tourisme, de l'agriculture, des transports. Aucun secteur, aucun travailleur n'échappe aux conséquences des changements climatiques. Il est difficile d'analyser de manière détaillée tous les effets et nous savons que la composante économique doit également être prise en compte.
Nous disons toujours qu'il est important d'investir dans la sécurité et la santé au travail, que cet investissement s'avère toujours bénéfique et évite de devoir verser des prestations pour invalidité ou maladie ou lésions professionnelles. Je tiens également à rappeler à ce titre que l'OIT a récemment adopté en novembre dernier la stratégie globale en matière de sécurité et de santé au travail et qui insiste sur les préoccupations liées à la SST et au changement climatique. C'est un point qui doit figurer en tête des actions au niveau national et régional, et les partenariats dans ce monde multilatéral doivent être assurés. C'est également pour cela qu'il faut inviter tous les États membres, les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs, à encourager les progrès pour que les travailleurs évoluent dans un milieu de travail sûr et salubre. Il faut également que les conventions fondamentales de l'OIT sur la SST, la Convention 155 et la Convention 187 soient largement ratifiées et mises en œuvre. En effet, ces deux instruments constituent le socle normatif qui permet de renforcer les cadres nationaux en matière de sécurité et de santé au travail. Ils expliquent également quels instruments doivent être mis en place dans les pays en matière de SST, y compris tous les éléments nécessaires à la prévention des éléments liés au changement climatique. Avant de rendre la parole à Manal Azi, qui va nous présenter le rapport mondial lancé cette année, intitulé « Assurer la sécurité et la santé au travail à l'heure du changement climatique », je souhaiterais réaffirmer notre engagement en faveur de la promotion et la réalisation d'un milieu de travail sûr et salubre résilient face aux défis posés par les changements climatiques. Et comme le dit la campagne de cette année, nous n'avons plus le temps. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Merci Manal. Report that we have developed here at the ILO that Je tiens à la main le rapport que nous avons élaboré et qui s'intitule « Assurer la sécurité et la santé au travail à l'heure du changement climatique ». Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des collègues qui ont travaillé à l'élaboration de ce rapport, Madame Scott et tous les collègues présents en ligne ou non qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport, notamment grâce aux différentes données collectées, notamment par Balint à ma gauche. Nous espérons publier dans quelques mois un rapport sur le stress thermique, mais ce rapport nous permet déjà de présenter la situation. Pour revenir aux statistiques mentionnées par Joachim, je vous présente les chiffres que nous avons pu extraire cette année. Plus de 2,41 milliards de travailleurs sont exposés à une chaleur excessive, ce qui conduit à près de 19 000 décès, à plus de 22 millions de lésions professionnelles. Et je vais demander à Bali de nous expliquer comment nous avons fait pour établir ces chiffres. Et le rapport particulièrement montre qu'il y a un chevauchement entre les différents dangers que rencontrent les travailleurs. En effet, les travailleurs ne sont jamais confrontés à un risque de manière isolée. Tout le monde n'est pas exposé aux mêmes choses. Ce n'est pas parce que vous êtes exposé à des rayonnements UV solaires que vous êtes exposé à une chaleur excessive. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a quelques 19 000 décès qui sont liés
au cancer de la peau qui n'est pas lié à un mélanome. Et nous savons qu'il y a 1,6 milliard de travailleurs qui travaillent en extérieur. Lorsque l'on parle de chaleur excessive, on parle également de l'exposition à l'extérieur à la chaleur. Lorsque l'on parle de pollution atmosphérique, on sait qu'il y a aussi chevauchement, les dangers, les risques se mélangent les uns aux autres. Et les documents montrent qu'il y a plus de 860 000 décès liés au travail du fait de la pollution atmosphérique. Autre domaine, l'augmentation des maladies à transmission vectorielle du fait des changements climatiques, la hausse des températures, les pluies, la saisonnalité des cultures. Tous ces éléments font que l'efficacité, par exemple, de certains pesticides ou certains engrais est limitée. Nous assistons donc à une augmentation de ces maladies à transmission vectorielle dans des endroits où elles n'existaient pas. On voit une augmentation des cas de paludisme, de dengue, de rage, et pas uniquement dans les zones où on peut s'y attendre, où elle peut être gérée, mais aussi dans les régions où il y a une augmentation des températures. Et nous y reviendrons dans un instant. 96%, c'est le chiffre que l'on doit retenir lorsque l'on parle de l'augmentation de l'utilisation des pesticides, et les travailleurs sont exposés à cela, et cela entraîne plus de 300 000 décès. Plus de 873 millions de travailleurs sont exposés. Et n'oublions pas l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes qui augmentent les ouragans, les inondations, les sécheresses, etc. Et nombre de régions sont touchées par ces phénomènes qui concernent les travailleurs lorsque ces phénomènes se produisent, mais aussi par la suite lorsqu'il faut tout remettre en état. Si l'on parle par exemple des pompiers pendant les feux de forêt, il y a cette exposition aux fumées qui viennent s'ajouter à la chaleur excessive, au rayonnement, à tous les chiffres que vous voyez à l'écran. Effet sur la santé, on sait qu'il y a une augmentation des maladies, par exemple cardiovasculaires, des coups de chaleur et de différentes maladies. L'une a retenu mon attention, le taux de dépression, par exemple, ou les taux d'anxiété chez les personnes travaillant dans des lieux où il fait extrêmement chaud. Nous voyons que les lésions ne sont pas celles qui sont très directes, coups de soleil, coups de chaleur, liés à l'exposition au soleil, mais aussi les effets indirects. Par exemple, si vous travaillez quelque part où il fait très chaud, eh bien, peut-être que le lendemain, il y aura peut-être davantage d'accidents sur la route, il y aura peut-être davantage de gens qui vont s'endormir au travail parce qu'ils n'auront pas pu dormir pendant la nuit. Parfois, la simple sudation des mains peut faire que l'on maîtrise moins l'équipement de protection individuelle. Donc, il faut penser aux températures, mais aussi à l'humidité, à l'intensité du travail même qui fait que nous devons maîtriser toutes ces expositions. Je me tourne tout d'abord vers notre collègue Balint Nafradi, spécialiste données au sein de notre service. Nous avons entendu beaucoup de chiffres, certains sont alarmants. Lorsque l'on entend plus de 2,41 milliards travailleurs sont exposés, comment sommes-nous parvenus à ce chiffre? Pourriez-vous résumer la méthodologie employée? De quel type de lésions non mortelles parle-t-on? So for the non-fatal injuries, Pour ces cas, nous avons essayé d'établir une méthodologie la moins exclusive possible afin de couvrir l'ensemble des travailleurs où qu'ils travaillent. En outre, nous avons essayé de procéder de manière compatible avec les travaux antérieurs. Nous avons utilisé tous les dangers, les lésions, tout ce qui est lié aux accidents du travail.
On prend certains éléments, mais nous n'avons pas inclus certains points. Par exemple, nous avons compté les coûts de chaleur, mais si un équipement ne fonctionne pas en raison de la chaleur, nous n'avons pas inclus l'accident qui pouvait être lié. Nous avons également pris en compte les éléments épidémiologiques, les chiffres de 2021. Et nous avons pu établir le lien entre les lésions et les phénomènes climatiques. Notre travail nous a convaincus qu'une augmentation d'1% du risque était liée à une augmentation d'1 degré. Grâce à cet examen, pour mener à bien cet examen systématique, nous avons établi des divisions et divisé le monde en différentes cellules. Et nous avons combiné cela avec les estimations régionales. Nous avons pu également suivre la répartition régionale des différentes maladies au cours des 20 dernières années. Très rapidement, parce qu'après le lancement du rapport, nous avons reçu des questions. Est-ce qu'il y a des régions plus touchées par ces dangers lorsque, bien sûr, ce que nous abordons aujourd'hui n'est pas une question nouvelle. Pourquoi en parlons-nous maintenant? Pourquoi faisons-nous ce lien entre ces difficultés et les changements climatiques? Où sont les différences? Dans le rapport, nous voyons qu'il y a une augmentation de l'exposition à hauteur de 35%, même si l'on tient compte de l'augmentation de la main-d'œuvre. Nous savons qu'il y a quand même toujours cette augmentation de l'exposition. Donc, quelles sont les régions qui se trouvent confrontées à une situation nouvelle? Et très rapidement, avant de donner la parole à notre collègue Ashka Grassi qui nous rejoindra en ligne. Vous avez mentionné des moyennes mondiales. La situation change selon les régions. Les températures sont différentes selon l'endroit et donc les chiffres sont différents en matière de lésions. On peut dire qu'en moyenne, les chiffres, une fois que l'on a tout pondéré, se ressemblent à peu près partout. Si on regarde l'évolution au fil du temps, on voit que l'augmentation est enregistrée plutôt aux deux extrêmes du globe. Merci beaucoup. Cela nous donne un aperçu clair. On trouve davantage d'informations dans le rapport. Nous allons accueillir maintenant notre collègue depuis Ottawa, Alcha Grassi, spécialiste technique au service Laban-Mine Hoche, qui a contribué à la rédaction de ce rapport. Elle suit les séances au sein de la réunion sur l'élimination des plastiques. Nous avons entendu quel était le problème, nous avons entendu parler des statistiques. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur les ripostes nationales clés au niveau national et sur le lieu de travail? Lorsque l'on entend parler des questions concernant les travailleurs, nous savons que nous pouvons agir maintenant sans attendre. Nous pouvons commencer à prévenir certains décès et certaines lésions. Hello to all the panelists. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un immense plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui. Merci infiniment. Joachim, Mustapha, Manal, vous avez souligné le caractère multiple, complexe, interconnecté des défis devant nous. Et l'on voit avec ces scénarios de risques multiples les effets
en cascade qui peuvent s'en suivre. Et il faut bien reconnaître que ce que l'on voit, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière de SST, mais les maladies neurologiques, les cancers issus de l'emploi de pesticides, les maladies chroniques. Même si nous avons ces chiffres dans le rapport, nous n'en sommes qu'au tout début de certaines de ces interactions complexes et des effets cumulés de ces différents dangers. Nous sommes à un tournant avec une conjoncture sans précédent. Mais dans ce contexte, il y a de bonnes nouvelles en termes d'intervention à l'échelle planétaire. Et ce rapport souligne les résultats des exemples de pratiques optimales au niveau national avec ce qui a été fait au niveau des lieux de travail comme au niveau national. Et je pense qu'il est toujours bon d'avoir des exemples pratiques de ce qui a lieu lorsqu'il est question de la chaleur excessive. Dans certains pays, on a interdit le travail pendant les heures les plus chaudes de la journée, ce qui a permis de déterminer des températures maximales à partir desquelles le travail devait s'arrêter, devait être réduit selon l'intensité du travail, le travail en intérieur, en extérieur. Et c'est un effort extrêmement positif. Il nous reste encore, bien entendu, beaucoup à faire sur la base des derniers résultats axés sur des preuves scientifiques pour voir comment on peut adapter ces limites de température maximale pour les populations vulnérables, les travailleurs plus vulnérables, les femmes enceintes, les travailleurs et travailleuses ayant des maladies préexistantes. Bien entendu, il faut prendre conscience des autres défis et c'est là qu'on rentre dans les difficultés pratiques avec l'exposition aux produits agrochimiques, les rayonnements UV et avec l'effet cocktail lorsque ces différents dangers s'accumulent les uns aux autres. Certains gouvernements ont rendu l'évaluation des risques obligatoire pour les catastrophes naturelles avec des efforts de préparation déjà en place. Certains gouvernements ont essayé d'œuvrer au niveau des secteurs pour l'agriculture, par exemple, en cas de différents types de tempêtes. Il faut que les travailleurs puissent s'extraire des situations de phénomènes météorologiques extrêmes. C'est un autre exemple. Il y a des gouvernements qui travaillent également sur ces risques qui se démultiplient lorsqu'ils sont associés les uns aux autres. Il faut prendre en considération, par exemple, les équipements personnels de protection lorsqu'on travaille avec des pesticides dans l'agriculture, mais aussi les températures élevées. Et il y a plusieurs maladies professionnelles liées au changement climatique et c'est très important dans notre surveillance météorologique pour la prévention des maladies, mais aussi pour ce qui touche au rayonnement ultraviolet. Pour prévenir ces risques, il est essentiel de prendre en considération les effets sur la santé. Ici, vous verrez les pays dans le rapport qui ont inclus les effets sur la santé de différents risques, les maladies vectorielles liées à la chaleur, à la pollution. Mais ce qu'il va nous falloir faire à présent, c'est renforcer les efforts de mise en œuvre et les adapter précisément au lieu de travail. Si l'on en vient justement au lieu de travail, il y a des stratégies sur la base de preuves qui fonctionnent. Ce sont des gains faciles à engranger, par exemple, pour ce qui est des températures excessives. Un système de climatisation peut fonctionner. Des temps de repos prévus, la capacité à gérer son propre rythme, l'accès à de l'eau potable, notamment dans les contextes agricoles, par exemple. L'OIT a bon nombre de codes de pratique. Les pays ont des directives techniques sur l'évaluation des risques avec une série de contrôles. Il n'est pas nécessaire ici de réinventer la roue. Nous avons déjà les outils. À présent, il s'agit de les utiliser correctement. Autre point très important, la négociation collective. Nous avons des partenaires sociaux ici. Et j'aimerais
vous donner ici les conclusions principales en termes d'intervention. Comme je l'ai dit, nous avons toute une série d'options devant nous. Et à présent, il faudra que le lieu de travail, la SST au travail, soit au cœur de cette action et de cette mise en œuvre. Les plans d'action nationaux doivent accorder la priorité à la SST et la législation en matière de SST doit intégrer pleinement la dimension changement climatique et ceci de toute urgence. Merci infiniment de votre attention et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Helshka. Merci de ces exemples pratiques. Nous allons vous laisser obtenir pour nous un traité sur la réduction de la pollution par les plastiques. Nous avons différents intervenants qui vont prendre la parole et je vais vous les présenter brièvement. Ils se joignent à nous à distance en ligne. Nous avons Chris de Mister, premier conseiller de la Fédération des entreprises de Belgique. Nous avons Rory O'Neill, conseiller en SST de la CSI. Nous avons Christy Braham, coordonnatrice de la santé des travailleurs de WIEGO. Nous avons Chika Bassine, conseillère principale du PNUE. Nous avons Ruth Wilkinson, responsable de la politique et des affaires publiques de l'institution de la SST. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. J'attends avec intérêt vos contributions et que vous nous parliez de votre expérience. Mais tout d'abord, je m'adresse à Chris. Nous avons entendu parler du problème, des solutions. Est-ce que les organisations d'employeurs, les entreprises en parlent? Est-ce qu'il y a suffisamment de sensibilisation? Et que fait-on sur ces questions? Vous avez la parole. Certaines informations sont inaudibles des interprètes. Nous avons un groupe de travail à différents niveaux. Et nous échangeons d'ores et déjà sur des exemples de pratiques optimales. En raison de la mauvaise qualité du son, une interprétation fidèle et complète ne peut pas être garantie. L'interprétation est momentanément suspendue et reprendra dès que la qualité du son le permettra. A shift, regional, geographic shift, a shift in the way we work, the time we work, and the methods of work. That is inherent if you use the word change. So we have to be prepared for that. But the most important message for me for today is that we absolutely need to distinguish the macro level with the micro level of the enterprises. Transition, that's a societal thing. It does not necessarily mean that a transition or even a modification or a change is needed at the enterprise level. When citing the numbers, the statistics like numbers of work days lost because of climate change, the impact on productivity, even the accidents and diseases figures, they are not necessarily of the same trend and the same extent at the company level. So we have to be sure that our message is credible, that the USH community is credible. So we need to have a different kind of wording and a different kind of approach when you reach out to the level of enterprises, even if you reach out to the level of sectors. So for us, that means that we need to focus on what is exactly expected, how and when can companies contribute. And as Joachim said, we are not dealing with new hazards. We're not even dealing with new effects. There is already good practice out there to deal with any of the challenges mentioned and even the combined challenges. We have now activity, we have economic activity in parts of the world where there is already excessive heat, where there are extreme weather conditions, where there is exposure to infectious diseases and new vectors of diseases, where there are quite often spills and accidents. So we already have approaches to that. We already have identified good and best practices. So the real challenge in our view is now for the ILO, but also, of course, we ourselves as a business community to identify and collect those best practices and disseminate them to other parts of the world. Working in extreme cold, working in extreme heat. We have been dealing with that for
centuries also. There is not only climate-induced heat, there is also process-induced heat, and some of the best practices of working in hot conditions can be used, of course, for working under climate conditions. So that is for us the biggest challenge, making sure that we approach the companies, we approach the workers in the companies with targeted measures and targeted proposals, and that we have to avoid bringing them the global picture. We have to bring it to their level of activity in their reality. And also, let's not forget, there are businesses who see this as an opportunity. Some economic activities suddenly become possible in parts of the world where before it was impossible. It works, of course, in two ways. So you also have opportunists. There are companies that are created solely for the purpose of touching the subsidies that governments are distributing to deal with climate change. Let's not forget that. Let's not be blind for it. It does not necessarily mean that their approach will be effective. So targeted, efficient, and effective. Collect what is already out there and try to spread it. And we, as the business community, including the employers' organizations, are here to assist you in doing that, let you use our networks to contribute to what we believe should be a joint fight. Thank you. Thank you. Thank you so much. Merci, merci infiniment, Chris. Nous comprenons bien qu'il nous faut nous adapter notre message aux besoins spécifiques des différentes entreprises et être un peu plus pratique et faire fond sur les interventions et les pratiques qui ont fait leurs preuves pour la gestion des risques dont il est question aujourd'hui. Je vous rendrai peut-être la parole, Chris, d'ici peu. Je sais que vous allez devoir nous quitter prochainement. Mais à présent que nous avons entendu les entreprises, puis-je m'adresser aux travailleurs. Nous avons Rory parmi nous de la Confédération syndicale internationale. Rory nous dit que c'est quelque chose qui existe depuis toujours. La question est à présent de savoir pourquoi on aborde davantage la question aujourd'hui. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle il y a de plus en plus de données et qui ne vont pas dans le sens dans lequel nous aimerions les voir aller, mais l'on parle de la chaleur, mais il ne s'agit pas que de la chaleur, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous en dire davantage, Rory? Merci, Manal. Merci à l'OIT d'avoir invité la CSI à cette réunion très importante. Le 28 avril, nous aurons la journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail. Pour nous, c'est plutôt la journée de mémoire aux travailleurs. C'est un nom différent, mais l'objectif est le même. Pour nous, l'OIT a prouvé dans son rapport et dans cette présentation qu'il s'agit d'un problème important qui n'englobe pas que le phénomène de chaleur. L'Organisation mondiale de la santé, l'an dernier, l'a bien dit, il ne s'agissait pas que de la chaleur, des sécheresses, mais qu'il y avait une déferlante de catastrophes climatiques, des phénomènes météorologiques extrêmes, la pollution atmosphérique, des inondations, des tempêtes, avec des feux zombies qui durent toute l'année au Canada. À présent, il y a des cycles d'inondation qui ne prennent jamais fin dans certains pays. Il ne s'agit pas que d'un seul risque, ce sont des risques qui s'ajoutent les uns aux autres et qui ont un effet démultiplicateur. Nous connaissons les emplois qui présentent le plus de risques, le bâtiment, l'agriculture. Nous avons constaté qu'il y avait des cas de décès par hypothermie chez les facteurs, par exemple. Et l'on voit qu'il y a des risques. On m'a dit à l'OMS qu'il y avait des travailleurs qui récoltaient des algues, qui perdaient la vue à cause de l'augmentation des rayonnements ultraviolets.
Je pense que les choses sont claires. Rien de tout ceci n'est inévitable. Chaque danger peut faire l'objet d'une évaluation des risques avec la bonne action, la bonne préparation. Rien de neuf sous le soleil. Il nous faut faire cette évaluation des risques en bonne et due ferme. Si les effets des changements climatiques étaient justes et équitables, nous serions toutes et tous en situation de risque sur un pied d'égalité, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Plus vous descendez dans l'échelle sociale, plus il y a des risques de cancer pour exposition à l'amiante, par exemple. Comme l'a remarqué l'association des géographes, les expositions au risque sont en lien avec le métier exercé. Et pourquoi? Car certains emplois vous placent en ligne de front face au changement climatique. Les changements climatiques peuvent amener jusqu'à l'effondrement de bâtiments. Peut-on quitter une zone de risque lorsque l'on travaille sur le passage d'un ouragan ou doit-on y rester car son employeur nous ordonne de le faire? Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il nous faut utiliser tous les outils à notre disposition, le dialogue, la négociation collective, la formation des travailleurs, les délégués syndicaux. Vous avez mentionné que la SST sont des droits fondamentaux au travail et doivent figurer partout dans les priorités des gouvernements, des employeurs et des syndicats. Et le rôle des syndicats est essentiel, car ce sont les individus sur le terrain qui s'entretiennent avec les travailleurs qui sont les plus confrontés aux effets des changements climatiques. Nous avons donc ces actions prioritaires qui sont déjà délimitées. Il nous faut intégrer cette dimension dans nos efforts de négociation collective, dans la préparation et l'adaptation au changement climatique. Il nous faut travailler au niveau sectoriel, au niveau des accords sur des questions spécifiques. Tout ceci doit être présent à tous les niveaux. Nous souhaitons également que toutes les conventions, recommandations et codes de pratique de l'OIT incluent un libellé protégeant face au changement climatique et aux situations d'urgence, avec des mesures de préparation aux situations d'urgence. En 2022, il y avait eu un texte avec une section bien étoffée sur la préparation aux situations d'urgence. Le code de pratique révisé il y a 2 ans de cela sur le bâtiment présente également un texte, un passage du texte qui a été négocié sur cette même question. Il nous faudra quelque chose de similaire sur l'instrument sur les dangers biochimiques lorsque la conférence débutera le mois prochain. Mais nous souhaitons que ce libellé soit repris non seulement à l'OIT, mais dans tous les textes onusiens. Et nous avons réussi à intégrer ce type de libellé l'an dernier dans le cadre mondial sur les produits chimiques. Et nous espérons que le traité sur la pollution par les plastiques, négocié par notre collègue actuellement, inclura un libellé de la sorte. Mais il y a bien d'autres outils que nous pouvons utiliser. Il nous faut un travail de diligence raisonnable. Il faut qu'il y ait des exigences en matière de durabilité dans les environnements avec des domaines de responsabilité critiques dans lesquels les gouvernements, les employeurs et les travailleurs peuvent travailler de concert. C'est quelque chose qui a des effets réels. Hier, je m'entretenais avec quelqu'un qui travaille à l'Union européenne
et je m'entretenais sur les efforts pour améliorer les clauses de protection, les clauses de santé et sécurité au travail. Et pour ce qui est des passations de marchés publics, c'est également un nouveau chantier. Et c'est quelque chose qui a des effets tangibles au quotidien. Il nous faut donc des mesures. Et nous avons un instrument de l'OIT, la Convention 94. Des accords commerciaux doivent également présenter des dispositions sur l'environnement. Ceci existe dans certains accords commerciaux déjà, mais ceci devrait être normalisé dans tout ce type de contrat. Tout ce qui est fait sur le lieu de travail et ce qui aura le plus d'effet. En Espagne, des travailleurs ont réussi à prouver qu'ils avaient été touchés par l'émanation de fumées carcinogènes avec indemnités qui ont été versées. Au Brésil, un libellé a été ajouté, y compris une partie sur la formation et un guide sur la prévention de ce type de catastrophe à l'avenir. Au Qatar, des limites de température sont arrivées grâce à une négociation tripartite et une négociation à l'OIT. Il s'agit avant tout d'une question de droit. Il n'y a pas de protection sans droit. Les droits fondamentaux au travail sont essentiels pour nous. Et pour les syndicats, le droit de dire non doit en faire partie. Si un travail peut être trop dangereux, si on ne peut pas forcer un travailleur à poursuivre son activité au milieu d'une inondation ou d'un ouragan. Ceci figure d'ailleurs dans des conventions de l'OIT. Avec tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous le savons, la préparation est possible et il doit s'agir de notre priorité. Ce que je puis vous dire à présent, c'est que les syndicats sont prêts à vous accompagner dans ce processus. Merci infiniment, Rory, de cette perspective et d'avoir rappelé à nos orateurs le rôle important joué par les syndicats. Je n'ai pas forcément pu beaucoup dialoguer avec vous, mais vous avez couvert tout ce que nous attendions à entendre de votre part. Vous nous avez donné de très bons exemples. Mais pour ce qui est du rôle des syndicats, j'aimerais donner la parole à Christy Braham du GUEGO qui va nous parler de l'économie informelle et qui va nous dire pourquoi les travailleurs dans l'économie informelle subissent davantage les risques des changements climatiques. La qualité du son ne permet pas l'interprétation. L'interprétation reprendra dès que la qualité du son le permettra. I've mentioned already that, of course, none of us on our planet today are going to avoid any climate change risks and any health impacts from those risks. But of course, there are some groups who are more vulnerable than others. And I mean, as the report just released by the ILO mentioned, that workers in the informal economy are particularly vulnerable to these climate risks. They have very specific health and livelihood impacts for workers. And, you know, there are some very specific reasons why this is the case. Chiefly, workers in the informal economy all across the globe. And when I speak about the informal economy, by the way, I'm talking about 2 billion plus workers across our planet, working as waste pickers, as street vendors, as domestic workers, home-based workers, agricultural workers, etc. But these workers chiefly face either de facto or actual exclusion from occupational safety and health policies and regulations and laws where they do exist at national and municipal level. And much of the reason for that is actually because, you know, it's what is our definition of a workplace? Is it just shops or factories, or is it also private homes where domestic workers and home-based workers are, you know, doing cleaning and care jobs, very important supporting jobs for the economy? Are we talking about
marketplaces and public space, urban public space, where street vendors and market traders are occupying? Are we talking about landfills where waste pickers are collecting and sorting waste? You know, these are more expansive definitions of what a workplace is. And this also speaks to issues about what is a standard employee relationship. Well, many workers in the informal economy do not actually have an employer. Many are self-employed, which then, you know, creates difficulties in trying to understand who is accountable if there's no employer. And in this case, this is where we need to, you know, be talking about the states and be talking about private companies as well, who do benefit from the labor of informal workers. Now, informal workers face a huge lack of social protections of all forms, whether that's you know, coverage by insurance, whether that's, you know, access to various forms of grants, whether that's access to public services, for example, healthcare. You know, many informal workers face huge barriers to accessing all of these services. Now, this is just considering the current and historic state of play, without even beginning to introduce climate change into the mix. So really, you know, the message here is that climate accentuates and deepens the existing vulnerabilities that workers in the informal economy already experience. So when you have all of these gaps in social protection coverage, whether that's, as I mentioned, you know, income protection, or whether that's access to fundamental health services, whether that's the availability of personal protective equipment, which is, you know, particularly important for someone who's a waste picker, for example, and critical urban infrastructure. When we have, you know, extreme weather events, when we have heat stress and heat waves, when we have all of these climate-induced events, it creates further vulnerabilities for workers, and not just for their health, but also for their incomes. We've seen this actually, you know, at my organization, Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, WIGO as the acronym. We've seen this already in some of our existing work with waste picker cooperatives all across Brazil. They are reporting growing impacts on their health, and also losses in their income and losses in productivity. And so these are really, really critical issues that are only just now beginning to come to the fore. We also know already from our conversations within our network that there are very specific gender impacts as well that come with climate change, and, you know, as it intersects with informality in health. We already know, for example, that domestic workers, you know, and domestic workers are very feminized labor. Most domestic workers are women. We already know, just from speaking to domestic workers in our network, that you know, they are having to search for, you know, walk further, longer distances to search for water, and that's actually creating increased exposure to violence and harassment on those journeys that they make in order to do that. So we are already seeing and starting to understand the very specific ways in which gender comes with heightened risks, on top of all the existing risks that workers in the informal economy face. Christy. And, you know, yes, Manal, sorry. I'm just finishing off. I just want to also make the point that workers in the informal economy, you know, despite all of this, are actually environmental agents. We know that they are actually contributing positively to the environment. And also, we are talking about people who are the global majority. The global majority of our workforce are in the informal economy. So it's really critical that we really get to grips with this issue. Thank you, Manal. I was coming in, Christy. J'allais intervenir, Christy, justement, pour revenir sur le fait que ce problème est d'ampleur et qu'il y a un problème d'accès à certains de ces services. Et nous avons entendu les intervenants précédents nous dire que la santé et la sécurité au travail étant devenus des droits fondamentaux, comment englober les individus qui travaillent dans l'économie informelle? Comment utiliser ces pratiques et réglementations et lois pour veiller à ce que tout ceci soit appliqué à l'économie informelle? So thank you for that. So there are actually multiple sort of
debates that exist at the moment in terms of how best can we extend the fundamental right to health and safety in the workplace to all of these billions of workers who are still extremely vulnerable. So firstly, this is a very sort of public health systems approach where, we consider the ways in which basic occupational health services could be integrated into primary health care. This is an ongoing debate. We've seen, lots of interest in this in certain countries. And actually, as a network, we have a lot of interest from the worker associations themselves into, to really exploring the ways in which we can see this integration of basic occupational health services into the health system, which essentially, it heightens awareness and an understanding of the realities that the realities of informal workplaces. It also helps with prevention and also epidemiology, tracking of diseases and linking them to the occupations that patients are engaged in. There's also debates around formalization of the informal economy, and I know that there are multiple strands to this, but particularly at ILO level, of course, you have recommendation 204, R204, on the topic of formalization, and that is a very important debate to be engaged in. It's just that we do need to emphasize that we can't assume that workers should be self-reliant in moving towards formalized labor as a pathway to decent work. We do need all the relevant governance structures and laws to be inclusive so that workers do not end up being penalized or criminalized, as has been the case in some contexts. We also understand that there are ways in which to hold accountable some private companies who create occupational safety and health risks. So, for example, waste pickers in places like India and Argentina have seen some success in getting some benefits, some economic benefits from private companies who have, for example, contributed to plastic pollutions, for example. And that's under, these various different accountability frameworks. And I think quite crucially, we do need to talk about public services. It's really important that we have democratized public services, including health, but also other public services which are conducive to health and well-being for workers in the informal economy. And so all of that, I think that's a very important way to think of how we can actually extend the fundamental rights to health and safety in the workplace for all of these workers. Thank you so much, Christy. That's quite clear and informative. Merci beaucoup, vous avez été très clair, vous nous avez communiqué beaucoup d'informations. Je tiens à accueillir maintenant notre collègue Chika Bazin, conseillère principale à la Cool Coalition au PNUE. Peut-être que vous ne connaissez pas bien la coalition pour laquelle elle travaille. Peut-être que l'on pourrait commencer par le fait que dans le rapport, l'accent est mis sur la chaleur extrême et pourquoi le refroidissement pourrait être une solution. Pourquoi est-ce qu'à la fois il représente une difficulté mais aussi une solution. Merci Manal. Bien à contre-cœur, les interprètes doivent s'arrêter. En effet, la qualité du son est toxique pour leur santé auditive. Ils reprendront dès que possible. First responders to those challenges are really the ones that are most vulnerable. And one of the things that I found very interesting with, the numbers that you shared and what Christy has alluded to, there's this figure of 2 billion people, who are most at risk from extreme heat. Christy has alluded to 2 billion being the number of people in the informal economy. And interestingly enough, globally, we know that it's over 2 billion people that are lacking access to cooling, and remain at risk from heat stress as a result of cooling. It would be quite interesting to see what the overlap in that 2 billion figure is, across these three verticals of vulnerability.
But to answer your question, we know that the climate is changing. We know that 2023 has been the hottest year on record. IPCC has time and again claimed that countries where the largest number of developing country populations lie, the regions where the most vulnerable people live, are also the regions which are going to be most prone to heat stress and increased incidence of heat waves. And so when we keep that in mind, it's fairly easy to think, well, okay, how about we bring the technology and the finance together and try and push for cooling to become accessible to all of these people and people in these regions. Unfortunately, that solution brings with it almost an Achilles heel issue when it comes to climate change and sustainable cooling, because cooling in and of itself guzzles a lot of electricity, and cooling in and of itself is based on refrigerant technology in a majority of its applications. And not many people know this, but at a molecular level, the refrigerants that are used to actually cool our homes and our built environments and our spaces depend on something called hydrofluorocarbons, which at a molecular level are thousands of times more potent than carbon dioxide. So they are extremely heavy greenhouse gases. And if we look to trying to solve for a warming climate by using cooling applications in the way that the majority of them are being rolled out today, we're going to see a climate challenge much bigger than what we're prepared to respond to. To give you a really simple number, today the cooling sector in its entirety emits about 4.1 billion tons of carbon dioxide equivalent. And if we keep growing at a business as usual rate, which by the way is not ensuring access to the most vulnerable, it's just business as usual growth that we're talking about, we're going to see more than a doubling. So it's going to reach 9 billion tons of carbon dioxide equivalent in another 25 years. And I don't think that's the kind of climate challenge where any of us are prepared to respond, bearing in mind again that the vulnerabilities are only going to be exacerbated at the bottom of the pyramid. So it's really important for us as a community when we're talking about human rights protection and labor rights protection, that we think of looking to respond to the global challenge of a warming climate, and the challenges that it presents to our labor force, bearing in mind that we're going to have to make sure that the solutions to sort of respond to that increasing heat stress and the health challenges and the mortality challenges and the productivity challenges that arise from that are being responded to in a way that is providing sustainable cooling. And I really want to focus on sustainability here, because I don't think we can really talk about climate change and its sort of the response to it without focusing our efforts on sustainability, but also equity. Chika, I wanted to come back on that point, the idea. Merci, je souhaite revenir sur ce point et tout ce que l'on peut faire pour que les procédures soient durables. Comment garantir l'accès à un tel refroidissement durable? Quel est le rôle du secteur privé, des gouvernements et des autres acteurs pour pouvoir garantir que nous allions en ce sens? Good news here is that we already have the technologies, right? So it's not like we need to go back into research labs and drawing boards and wait for another 10 years to figure out what the technical feasibility and solutions could look like. We know that for us to enhance access to cooling while making sure that we're reaching a near zero emissions target from the cooling sector, the technical feasibility to that exists outright. We have the solutions. Many of them are being rolled out in more mature markets. So the attention really needs to be paid to the regulatory environment at a national level. And when I say regulatory environment, I think there is a four-pronged approach. There are four verticals where national governments really need to think about pushing forward a framework of policies and regulations and incentive programs that will encourage the deployment of sustainable technologies. The first one is making sure that the technologies that are being rolled out are efficient, right? So we need to have things like minimum energy performance standards that are put in place so that companies know that they can only supply a certain degree of efficient technology into any market.
A second area would be the way our urban spaces and our built environment is actually structured. So are we ensuring that our buildings, I think Chris alluded to, passive cooling and how the heritage buildings used to be and how earlier on people used to respond to this challenge of extreme heat. So we need to go back to those vernacular practices in architecture, but we also need to upgrade the sort of materials we're using to make sure that the demand for cooling is actually reduced. So let's not buy more air conditioners, but actually create built spaces, for living and for working, where people are, they have access to thermal comfort. The third area where we need to pay attention, where a lot of policy movement is already ongoing, is actually the actual refrigerant transition. So this is something that is being targeted already by the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. It's a universally ratified treaty, and governments are making progress in sort of making sure that we wean away from these very, very high global warming potential gases towards gases that are a lot more climate neutral in terms of their impact. And then finally, we need to have national level synergistic policies, you see. So it's not just about the appliances or the built environment or the gases that are contained in these appliances, but how do you bring it together and how do you make sure that that approach is being rolled out to the most vulnerable of your population? So really putting access to thermal comfort and cooling at the heart of it. And this would include things like making sure that it's easy enough to be able to afford more sustainable technologies, through deployment schemes and public procurement. It's when you're thinking of city planning, you have access to community level or workforce level cold spaces or shaded spaces, as one of my previous speakers mentioned, making sure that green spaces and blue spaces within your city and urban areas are being created, by design, so that you are enabling access to thermal comfort, and safe spaces when it comes to tackling heat stress. Thank you so much, Shika. That's an extremely important contribution to. Merci beaucoup. Vous enrichissez fortement cet échange à un moment où nous essayons de parvenir à une gestion plus durable de nos ressources. Il est également important que la solution n'empire pas le problème. Nous avons le plaisir d'accueillir Ruth Wilkinson, qui dirige la section politique et affaires publiques à YOSH. L'action climatique fait partie des objectifs de développement durable que nous essayons d'atteindre aujourd'hui. Nous travaillons et nous parlons de la responsabilité sociale. Comment les acteurs internationaux, votre institution en particulier, essaient de faire le lien entre les différents ODD pour que l'action ne soit pas menée de manière cloisonnée et qu'il y ait une véritable action entre les différents acteurs. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce point? Merci. Je tiens à remercier l'OIT de m'avoir invité, d'avoir invité l'IOSH à participer à cette discussion aujourd'hui. Merci pour ce rapport extrêmement important qui parle de l'action collective, des changements climatiques. Christ a parlé de la façon d'adapter le message et lorsque l'on pense à la question de la sécurité et de la santé au travail, l'expérience de chacun, l'attente de chacun est différente. Il est donc nécessaire que nous puissions parler des avantages. Nous devons rappeler aux personnes que la sécurité et la santé au travail représentent un investissement qui peut être bénéfique. Il concerne tout le monde, l'organisation, la société, les économies dans leur ensemble. S'agissant des objectifs de développement durable, nous avons recensé les contributions de la SST dans toutes les cibles relevant des ODD. Nous pensons qu'une bonne sécurité et santé au travail peut contribuer à 51 de ces cibles. Il nous faut davantage de recherche dans ces domaines, mais pour l'instant, ce que nous pouvons conclure, c'est qu'en aidant les individus à être en bonne santé
au travail, en accordant davantage de valeur à leur travail, ceci aura des effets d'autant plus positifs sur le développement durable. Je pense que ceci a été dit par Chika tout à l'heure. Lorsque l'on parle du climat, de toutes ces solutions, et on ne peut pas le faire sans prendre en considération le développement durable dans sa globalité. Il faut donc reprendre ces éléments sociaux, environnementaux, financiers, dans notre action collective. Les investisseurs commencent à inclure ces éléments sociaux du développement durable. La santé, la sécurité au travail en termes de performance sera évaluée. Nous devons donc poursuivre les efforts sur cet élan, et ceci tout au long des chaînes de valeur. Nous pensons à l'institution de la SST qu'il nous faudra absolument nous engager à protéger la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et des travailleuses. Pour ce qui est des changements climatiques et d'un environnement de travail durable, nous avons vu avec les données que vous nous avez données au tout début, avec le grand nombre de travailleurs qui étaient exposés, le nombre de décès, de cancers et de maladies professionnelles. Il nous faudra utiliser ces informations pour adapter notre action, pour réduire les conséquences négatives sur nos travailleurs et sur nos travailleuses. Sans quoi nous aurons cette perpétuation des maladies et de la mauvaise santé des travailleurs. Nous lançons un appel à l'OIT pour que un environnement sûr et sain figure parmi les droits fondamentaux au travail, et nous demandons la ratification des conventions 155 et 187. Il faut que les États fassent de la santé et la sécurité au travail une priorité. Nous pensons que les professionnels de la SST auront un rôle essentiel à jouer face au changement climatique. Les lieux de travail devront être mieux adaptés à certains bouleversements, certains chocs tels que les événements et phénomènes météorologiques extrêmes. Ils devront prendre en considération davantage d'exposition à la pollution atmosphérique, aux maladies vectorielles. Et c'est là que des institutions comme la mienne pourront intervenir pour appuyer les professionnels, à veiller à ce qu'il y ait les bonnes formations, la bonne sensibilisation, les bons outils pour appuyer les professionnels dans leur lieu de travail, pour agir en aidant leurs employés et leurs organisations. Merci infiniment, Ruth. C'est l'un des messages que je souhaitais entendre, car la communauté SST aujourd'hui se pose la question de son rôle dans ce débat sur les changements climatiques, et je pense que nous devons renforcer ce rôle et la responsabilité qui est celle de la communauté SST alors que nous avançons vers des processus plus durables. Comment protéger la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses? Nous avons parlé de transition équitable et à plusieurs égards avec l'écologisation des emplois et des processus. Et comment veiller à ce que cette transition soit juste, équitable et verte, et que peut-on faire pour le garantir? Merci, Ruth. Merci, Manal. Nous commençons à entendre parler de cette transition équitable, et nous en avons parlé dans notre dernier rapport sur cette transition juste, équitable et verte. Et effectivement, en Europe, la moitié des ressortissants pensent que l'Union européenne n'en fait pas suffisamment pour que cette transition écologique soit équitable.
Seuls 43% pensent que le secteur privé en fait suffisamment. Donc les données nous montrent que dans la réalité, la perception est qu'il faudra en faire davantage pour que cette transition soit équitable, juste et verte. J'aimerais vous parler de cette définition d'une transition juste, mais dès lors qu'il est question d'une économie verte, elle doit être juste, inclusive et possible pour toutes celles et ceux qui créeront des possibilités d'emploi décents. Avec l'évolution de la nature du travail, des emplois, des processus pour accompagner cette transition écologique, si nous ne mettons pas tout en œuvre pour que la main-d'œuvre de l'avenir n'ait pas les bonnes compétences en matière de santé, de sécurité, si l'on ne met pas tout en œuvre pour que ce travail soit un travail décent, pour que ce travail se fasse dans des conditions de sûreté et de sécurité. Je pense que Chika en a parlé, nous avons ces processus qui existent, mais ces processus devront être appliqués aux nouveaux emplois qui seront créés. Et il faudra le faire de façon à inclure la santé et la sécurité au travail. Si on ne le fait pas, cette transition ne sera jamais équitable. Donc, il faudra que tous ces risques soient pris en considération lorsque nous travaillerons dans cette action collective et dans les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Merci infiniment. Avant que nous ne passions à la conclusion, j'aimerais rendre la parole aux travailleurs, aux syndicats et à Christy. C'est la plateforme qui vous permet de faire entendre votre voix et du point de vue des syndicats, Rory, vous les représentez et Christy, vous représentez les travailleurs et travailleuses informelles qui sont au cœur de notre débat aujourd'hui. Tout d'abord, je vais donner la parole à Rory. Quelques mots seulement. Il y a une campagne à mener pour la ratification des conventions 155 et 187 de l'OIT. Ce sont des conventions fondamentales et beaucoup de travail a été fait par l'OIT pour ces ratifications récemment. Et j'aimerais également remercier Ruth de sa contribution. Elle a tout à fait raison. Dès lors qu'il est question d'une transition énergétique, nous avons toujours une crise immense de l'amiante et il nous faut une transition pour sortir de cette industrie. Il faut garantir des emplois sains pour ces travailleurs. Il y a également la problématique des produits fluorocarbonés. Il en était déjà question dans les années 80, lorsque le concept a été mis en place chez certains travailleurs aux États-Unis. Mais le problème aujourd'hui est de joindre le geste à la parole. Nous pouvons travailler sur l'aspect normatif et les accords. Nous avons des déclarations, nous avons des textes de loi. Et je vais m'en arrêter là pour l'instant. Je vous remercie, Rory, et je vais rendre la parole aux différents intervenants. Il me semble que Chris, qui représente les employeurs, nous a quittés pour une autre réunion. Mais Christy, il me semble qu'il y a une certaine demande de la part des travailleurs dans l'économie informelle dont vous voudriez peut-être nous parler, puis je rendrai la parole au restant des intervenants avant la conclusion. Christy. En raison de la mauvaise qualité du son, nocive pour la santé auditive, une interprétation fidèle et complète ne peut pas être garantie. L'interprétation est momentanément suspendue et reprendra dès que la qualité du son le permettra. We hear lots of demands from these workers' organisations, and they're chiefly around provisions of, urban infrastructure. So we're talking about access to clean, drinkable water. That would be very, particularly important during, times of heat stress. Extreme heat. We also hear lots around the need for sanitation, access to toilets. Even our Zimbabwean
membership-based organization have recently signed a memorandum of understanding with, local city councils to actually provide this. We also hear from our Brazilian waste pickers around the need for ventilated spaces inside the collection points and sorting points when they're sorting through their waste. So really it's around urban infrastructure and of course, as I mentioned previously, freely accessible public services, well-funded, particularly health systems. And of course, workers really want to have the fundamental drivers of climate change and the inequity that it causes to be addressed. And so I would say that these are the main demands coming out of workers. Thank you. Thank you so much for sharing that. Merci beaucoup, Christy. Et quelque chose d'important dont j'aimerais vous parler. Ici à l'OIT, nous avons le fonds Vision Zéro qui fait un travail très important sur le terrain. Et nous travaillons également sur les changements climatiques et la méthodologie pour recueillir des données sur la température et la chaleur avec un forum qui s'est conclu la semaine dernière et il a été très intéressant d'entendre parler de leur expérience Chica. Est-ce que vous avez quelques mots de conclusion? Christy, avant que nous ne donnions la parole à la directrice de département Chica. Thank you. In addition to what was said, I also want to point out that when it comes to sustainable cooling, the workforce is going to be of critical importance. And their safety is going to be of critical importance because what we don't realize is that just by buying efficient equipment, we're not actually curbing the need for power. It is almost 90% of the efficiency of our systems can depend on how well they are installed and how well they are maintained. So just to reiterate that we need the workers, in order for this transition to happen, for them to be trained on these efficient practices, but also how they will remain the face of being able to provide sustainable cooling to all. Much, Chica. Ruth? Merci beaucoup, Chica. Ruth? Brièvement, Manal. Il nous faut renforcer les capacités SST grâce à une action collective entre nous toutes et tous. Et comme Christy et d'autres nous l'ont dit, il y a des groupes vulnérables dans notre société, dans le secteur de l'économie informelle, la dimension genre, sans compter les chaînes d'approvisionnement. Donc les organisations doivent pouvoir prendre en considération toutes les chaînes de valeur pour garantir un environnement sûr et sain pour toutes et tous. Merci beaucoup, Manal. Merci Ruth. Et avant de conclure, j'aimerais remercier nos intervenants ici, Mustafa Kamal, Ngoye, Joachim et Balint, ainsi que nos intervenants en ligne. Et nous allons entendre Madame la directrice de département Vera Paquete-Perdigao qui nous a écoutés et qui va venir conclure nos débats aujourd'hui. Vera, je vous en prie. Merci d'avoir organisé cette réunion que j'ai suivie avec le plus vif intérêt. J'aimerais tout d'abord remercier les participants au débat et mes collègues ici à la tribune d'avoir accepté de se joindre à nous à l'occasion de cette journée de lancement du rapport. Je remercie également toutes celles et ceux qui mènent une action sur le terrain, ce qui aboutit à des appels lancés de toute urgence, car nous sommes à la croisée des chemins. Comment protéger nos lieux de travail, comment protéger notre emploi et comment garantir également la stabilité. Pendant les débats que j'ai suivis de près, vous avez identifié une série de dangers suite aux vagues de chaleur qui s'intensifient, les phénomènes météorologiques extrêmes qui se démultiplient et les rayonnements ultraviolets, entre autres. Mais vous avez parlé du besoin du dialogue social, du besoin de mettre en œuvre nos conventions, du besoin de ratifier les conventions, à présent que la santé et la sécurité au travail figurent parmi
les droits et principes fondamentaux au travail. Vous avez également abordé plusieurs points liés à la façon de protéger celles et ceux qui opèrent sur le marché informel en incluant une perspective de genre. Et je crois que lorsque l'on regarde les chiffres, on voit que cela concerne certaines catégories de travailleurs. Dans le même temps, vous avez réfléchi à la façon d'agir de manière durable et équitable en intégrant une perspective nationale, et ce pour pouvoir intégrer les plus vulnérables. Nous avons défini les difficultés et vous avez réfléchi à la marche à suivre pour voir comment contribuer à l'avenir. Je reviendrai sur 2 points. Tout d'abord, la collaboration et l'action collective. La collaboration entre les mandants tripartites et les différents services au sein des organismes gouvernementaux, et l'action doit être coordonnée. Deuxièmement, lorsque l'on se penche sur les dangers, on doit se pencher sur les changements climatiques et faire des politiques de SST et des stratégies en la matière une priorité. Et je crois que cela est particulièrement important lorsque l'on dit que oui, on peut se concentrer sur cette question à l'occasion d'une journée mondiale correspondante, mais l'on doit également parler de la question des changements climatiques en lien avec cela. Comment créer l'espace nécessaire pour le dialogue social? Comment mettre en avant le dialogue social pour pouvoir peser davantage sur ce point? Il ne s'agit pas simplement de parler, mais de trouver une solution et de réfléchir aux actions prises. Avant de conclure mon propos, je tiens également à féliciter Manal, ses collègues et toute l'équipe qui a œuvré à l'élaboration de ce rapport. Il nous montre bien que beaucoup reste à faire et que l'on peut encore agir. Je crois que l'on peut dire qu'à l'OIT et le département dispose de nombreux outils pour accompagner les mandants. Merci Manal d'avoir organisé cette réunion. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Merci aux intervenants. Merci au public. Merci à toutes les personnes qui se sont rendues à l'auditorium ici au siège de l'OIT à Genève. Le rapport peut être consulté en ligne et je pense que c'est l'une des premières discussions que nous aurons sur cette question. Encore un grand merci. Bonne fin de journée.